La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons femmes, Judith Belair. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans Parlons femmes sur Sud Radio, l'émission qui donne la parole à celles et celles qui transforment, bousculent et ouvrent des chemins. Avec vous en ce samedi, Alexandra Iteanu, qui est avocate à la Cour, responsable du département Data, RGPD et IA du cabinet Iteanu Avocat. Bienvenue Alexandra. Merci Judith, bonjour. Avec plaisir. Vous êtes une experte des équilibres entre innovation technologique, sécurité et régulation. Tout un programme, vous allez nous raconter tout ça parce que moi je comprends rien. C'est parti, Parlons femmes. Sud Radio, Parlons femmes, Judith Belair. Bon, je comprends quand même un ou deux trucs. Alors, Parlons femmes vous pose des questions, Alexandra. On commence par la première, vous êtes prête ? Je suis prête. Quelle femme connue ou inconnue pour vous inspire une force radicale ? Quelle femme connue ? Alors, c'est quelqu'un de connu forcément ? Connue ou inconnue ? Je dirais ma grand-mère. Pourquoi ? Parce que c'est une femme qui vient du Maroc, qui était berbère, qui n'a pas eu forcément d'éducation, qui ne savait pas forcément lire et écrire, qui a élevé tous ses enfants. Combien d'enfants ? 8 enfants. Oui, c'est quand même du boulot. Ouais. Qui étaient beaucoup de boulot et qui leur a vraiment transmis l'amour de l'école, de l'apprentissage, etc. Alors qu'elle n'avait même pas elle-même les connaissances. Donc ça lui a donné encore plus envie de transmettre ça, en fait. Je pense. Et du coup, ça a donné votre maman ? Exactement. D'accord. Ma maman. Donc, en fait, finalement, ce que vous a transmis votre mère, ce que vous nous dites, c'est que ça vous vient directement, cette force féminine chez vous, vient de votre grand-mère. Oui, totalement, de ma grand-mère et de ma mère, qui sont des femmes fortes et très indépendantes. Et vous avez suivi leur chemin. Et totalement, je confirme. Alors, quelle rencontre a profondément changé votre regard sur vous-même, si on a une dans votre vie, Alexandra ? Ouais, c'est difficile vos questions. Ah ouais. Qui a profondément changé. C'est des questions d'introspection. Une personne qui a changé profondément mon regard sur moi-même, je pense que c'était une maîtresse d'école. Ah oui. Quand j'étais en CM1, pour tout vous dire. Vous vous souvenez de son nom ? Elle s'appelait Madame Fleury. Eh ben, on lui passe bonjour. Écoute, voilà, Madame Fleury. Qui m'a beaucoup encouragée dans la voie de la lecture, du français, etc. Et qui m'a donné confiance, parce que je pense que c'est ce dont je manquais à ce moment-là. Et voilà. Big up alors. Ouais, totalement. Est-ce que le leadership au féminin, selon vous, il est enfin accepté ou il est simplement toléré aujourd'hui dans notre société ? Alors, je pense que ça dépend des milieux. Je pense dans votre milieu, par exemple, dans mon milieu, je pense que il est de plus en plus accepté. Je pense que c'est aussi une question de génération. Je pense que dans ma génération, c'est déjà plus accepté que les générations d'au-dessus. Mais c'est vrai que je suis dans un milieu, dans la cybersécurité, la tech, etc. C'est quand même très masculin. C'est très masculin. C'est quand même les générations souvent au-dessus. Donc, il y a quand même aujourd'hui un petit changement qui s'opère. Mais c'est vrai que globalement, c'est plutôt ma génération C'est un peu lent quand même. Hein. Ouais, je confirme. Dans la tech, est-ce que c'est vrai qu'il y a à peu près, je crois, 35% de femmes, dont 11% qui sont des ingénieurs, en fait. Hein. Donc finalement, le reste, c'est la com, les DRH et tout ça, c'est vrai ? Ouais. Alors, nous, en tout cas, de mon expérience au cabinet, c'est vrai que la plupart de nos clients, c'est des hommes. Quand je vais à des conférences ou à des formations, je suis souvent la seule femme qui prend la parole. Donc, et y a ça, pas qu'est-ce que beaucoup vous faites ? Vous en rajoutez ou vous restez vous-même ? Le plus vous êtes vous-même, le plus ça marche ? Moi, pour tout vous dire, je me sens pas femme particulièrement quand je suis dans ce genre d'événement. D'accord, quand vous oubliez en fait. Voilà, j'oublie totalement le genre pour le coup. Et tant qu'on me le fait pas sentir, en fait, j'ai pas le besoin de le revendiquer. Alors ce patriarcat dont on entend beaucoup parler, est-ce que à votre avis c'est un système dépassé ou toujours à l'œuvre, Alexandra Iteanu ? Alors je pense que ça, encore une fois, ça dépend des milieux, ça dépend des cabinets aussi, ça dépend de. C'est vrai que les cabinets d'avocats c'est quand même connu pour être assez à l'ancienne, et je pense qu'il y a très beaucoup masculiniste, très masculin, totalement. Et donc je pense que dans certains cabinets c'est le cas. Après j'ai rencontré des confrères qui l'étaient pas du tout, et ça l'est pas du tout dans mon cabinet, même si c'est mon père qui est aussi mon associé. Comment ça se passe de travailler avec son papa, tiens ? Eh ben c'est souvent la question qu'on pose. Pas trop dur de travailler avec son père, et ben ça se passe super bien. Ok. Super bien. Ça n'a pas été toujours facile au début. On n'a pas tous le même père, après. Mais oui, écoutez, on arrive à bien compartimenter vie professionnelle et vie privée. Donc il vous parle pas comme si vous étiez sa fille quand vous êtes au cabinet, quoi. Pas du tout. Bon, bah ça c'est bien, c'est important. Et s'il y avait une ligne à faire bouger comme ça aujourd'hui pour vous, Alexandra, qu'est-ce que ça serait ? Sûrement rajouter un peu plus effectivement de femmes dans ces milieux-là et surtout en termes de visibilité, parce qu'il y en a des femmes quand même, on les voit, mais enfin on les voit pas justement. On les voit pas il y en assez. a beaucoup, mais on les voit pas beaucoup dans les salons, on les voit pas beaucoup dans les formations, on les voit pas beaucoup dans les émissions spécialisées, et donc. Moi j'en fais venir plein. Hein. Et bah c'est bien. Mais c'est vrai que ça manque de visibilité en général. Hein. Ces femmes ingénieures et très engagées aussi dans leur route et qui finalement contribuent autant que les hommes à l'innovation.
Oui, totalement. Et je pense qu'il faut des exemples et des images pour les plus jeunes aussi, pour qu'ils puissent se projeter. Et c'est ce qui nous manque, je pense, et ce qui nous manquait en tout cas. De rendre les femmes visibles. Ça, c'est un vrai sujet un peu partout dans le monde. Quel message est-ce que vous auriez envie de transmettre, s'il y en avait un, Alexandra Iteanu, aux petites filles, aux jeunes filles qui nous écoutent? Je pense que c'est justement, ayez confiance en vous. Il n'y a rien de ça, plus c'est quelque chose qui revient beaucoup. Hein. Ouais, mais parce que je pense qu'on a vraiment cette chose un peu ancrée de manque de confiance souvent par rapport aux hommes, qui est sûrement dû à l'éducation et à plein de choses. Et je pense il faut juste prendre confiance et puis ouvrir les yeux sur les possibles, parce qu'en fait tout est possible quoi. Les possibles. Alors, Alexandra Iteanu, vous êtes avocate, hein, je le rappelle, vous êtes responsable du département data RGPD-IA du cabinet Iteanu Avocat. Vous faites partie de cette génération de juristes qui se contentent pas, j'ai envie de dire, d'interpréter le droit du numérique, mais qui veulent, vous participez activement à sa construction en fait opérationnelle. Hein, ça, c'est très important. Oui, c'est très important. Je pense qu'il faut comprendre que le droit aujourd'hui, il nous impacte tous, pas qu'en tant que juriste, mais en tant que citoyen, et que donc il faut l'influencer d'une certaine manière. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut avoir l'esprit critique. Déjà, moi, j'écris beaucoup d'articles, j'essaye beaucoup de questionner, de prendre du recul, surtout à l'ère de l'IA, où on a l'impression que tout peut être écrit en 2 secondes, etc. Je pense qu'il faut prendre un peu de recul, avoir la clairvoyance de se dire où est-ce qu'on est, quelle est la situation et comment est-ce que le droit, d'une certaine manière, peut améliorer ces situations-là et pas être un frein ou un poids. Bien sûr. Et évidemment, la cybersécurité, c'est un vrai sujet. Vous intervenez aussi bien en conseil stratégique qu'en gestion de situations sensibles aussi. Et la cybersécurité, pour y revenir, c'est vraiment un sujet central en ce moment, avec le développement de l'intelligence artificielle notamment, mais globalement avec tous les sujets qui sont traités avec Internet. Et donc voilà, on a besoin de ce type d'intervention aujourd'hui. Oui, totalement. Mais on le voit, en fait, encore une fois, c'est la cybersécurité, c'est pas que l'affaire des juristes ou de la tech, ça nous impacte tous. Quand on a des vols de données, des fraudes, des cyberattaques, du phishing, etc., on se rend compte qu'au final, c'est à la portée de tous. Et donc, c'est très important de sensibiliser les gens sur ces questions-là et d'avoir une vraie... on est tous des cibles, en fait, aujourd'hui. Hein, on est tous des cibles, totalement. On est tous des cibles. Et l'IA, d'une certaine manière, peut nous protéger parce que certains systèmes d'IA sont là pour des antivirus, etc. Mais il y a aussi une grande partie de ces outils-là qui sont utilisés par des hackers, etc. Au contraire, pour attaquer ces systèmes d'information et pour mettre en danger la vie privée des gens. Parce que finalement, aujourd'hui, l'argent, il est dans la data, je peux le dire comme ça ? Oui, en grande partie, c'est la grande valeur. La grande valeur aujourd'hui des actifs et dans la donnée, bien sûr. Alors, vous avez participé, Alexandra Iteanu, au GS Day le 20 janvier. C'est une journée complète qui est consacrée à la sécurité de l'information, au numérique, à la cybersécurité, avec des conférences, des tables rondes, des échanges, etc. Vous avez pris la parole, vous ? Oui, totalement. C'était quoi votre sujet ? J'étais sur une table ronde sur comment la réglementation influence la cybersécurité. Et j'étais avec une autre femme d'ailleurs sur cette table ronde. Je veux le noter quand même, c'est un événement qui donnait vraiment la parole aux femmes. Il y avait presque quasi 40-50% de femmes et d'hommes, donc c'est quand même beaucoup dans ce milieu de la tech. C'est vrai, ça. Et sur ça, et même ils ont un magazine qui s'appelle Global Security Magazine, dans lequel j'écris parfois. Il y a aussi beaucoup d'autres femmes. Parce qu'ils ont pris conscience du fait de l'importance en fait de cette représentation aujourd'hui. Totalement, de cette visibilité. Et alors, quand vous prenez la parole comme ça sur ce genre de sujet, est-ce que là vous parlez à des professionnels, si vous deviez vulgariser ce que vous faites pour nos auditrices, nos auditeurs, pour qu'on comprenne un petit peu mieux, comment vous le feriez ? Ça serait quoi votre phrase ? Alors c'est intéressant parce que j'ai dû faire cet exercice pour ma fille de 2 ans et demi qui m'a posé la question la dernière fois comme si j'avais 2 ans et demi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et la réponse que j'ai essayé de lui donner, c'est de lui dire que maman, elle a des gens qui viennent la voir parce qu'ils ont des problèmes et elle donne des solutions, elle essaye de trouver des solutions justes. Et puis quand il y a trop de problèmes, on va devant un juge et qui essaye à son tour de donner une solution qui est juste. Donc c'est vraiment participer à la justice du quotidien. Et à la justesse aussi des informations auxquelles on a accès, et puis surtout qu'on laisse. Il y a une trace numérique, c'est important de le dire, ça aussi. Totalement. Ça, c'est des sujets sur lesquels vous travaillez ? Oui, beaucoup, et on essaye beaucoup d'éveiller les consciences sur le fait que tout ce que vous mettez en ligne reste en ligne, qu'il n'y a pas d'effacement absolu et définitif. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Et c'est quand même important de le rappeler. Tout ce que vous allez mettre en ligne peut potentiellement être servi contre vous. Donc, par exemple, question basique, si moi j'utilise ChatGPT et que je mets des données personnelles dedans, est-ce que ces données-là peuvent être utilisées contre moi ?
Alors, elles peuvent faire l'objet de données d'entraînement par ChatGPT qui peut les utiliser dans son modèle. Et ensuite, effectivement, on n'est pas à l'abri d'une faille de sécurité, de quelque chose qui fasse que ces données soient volées et soient utilisées Et donc, même si j'efface, on va rentrer dans des sujets très concrets, si j'efface ce que j'ai écrit dans ChatGPT, ça y reste quand même. Et c'est la grande question qu'on se pose aujourd'hui et que la CNIL, l'autorité française, se pose et que le CEPD, l'autorité européenne, se pose, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui la possibilité de vérifier si ChatGPT efface concrètement effacé ou pas. ce qu'il y a dans votre machine. Ou si finalement il garde un petit peu tout cela comme un algorithme. Totalement. C'est ça. L'algorithme, c'est ce qui va permettre à la machine de fonctionner, mais effectivement, ils ont des bases de données immenses et en fait, ces gens-là vous disent aussi qu'ils n'ont peut-être pas la possibilité de retrouver en fait dans ce micmac toutes les données personnelles que vous donnez. Mais ça encore, c'est la technique. Ils opposent la technique, je suis pas convaincue par cet argument. On va parler de tout ça, on va continuer, c'est passionnant comme sujet. Vous êtes dans Parlons Femmes, on donne la parole, vous le savez, à celles ici qui construisent, qui avancent sans demander la permission. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Alexandra Iteanu, qui est avocate responsable du département Data, RGPD et IA du cabinet Iteanu Avocat. Restez avec nous, à tout de suite. La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons Femmes, Judith Belair. Vous écoutez Parlons Femmes sur Sud Radio comme chaque samedi à 13h30. Aujourd'hui, place à l'avocate Alexandra Iteanu, qui est responsable du département Data, RGPD, IA du cabinet Iteanu Avocat. Alors, donc, un des marqueurs forts de votre travail, Alexandra, c'est votre approche de l'intelligence artificielle sous l'angle de la cybersécurité, justement. Donc, on va continuer à parler de ça, sur les traces qu'on peut laisser, sur qu'est-ce qu'il faut laisser aux enfants aussi. Est-ce qu'on peut laisser... On entend beaucoup parler en ce moment de l'interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans. Et quid, des enfants qui se sont servis de ces réseaux et qui vont voir leur compte supprimé. Est-ce qu'eux, ils auront une trace numérique? Comment on fait pour effacer ce qu'ils ont laissé? Ça, c'est un vrai sujet aussi. C'est un vrai sujet. Alors, normalement, il y a quand même le RGPD, on l'a pas rappelé, mais le règlement européen sur la protection des données qui donne un certain nombre de droits aux citoyens et aux enfants, notamment un droit à l'effacement complet. Donc, normalement, les réseaux sociaux ont l'obligation de supprimer totalement toute trace. Est-ce qu'on peut le vérifier, ça? C'est ça la difficulté, c'est qu'il y a ce qu'il y avait sur ces réseaux, il y a ce qui a été capté par des gens, des utilisateurs et qui a été mis sur d'autres réseaux, sur d'autres plateformes. Le réseau social ne peut que contrôler ce qu'il y a sur sa plateforme à lui. Mais on ne contrôle pas ce qui a été rediffusé par la suite et c'est là toute la difficulté. Et juste pour revenir sur l'interdiction aux mineurs de moins de 15 ans, c'est effectivement applicable qu'aux réseaux sociaux. Et aujourd'hui on se pose la question des IA. Et ça n'a pas encore été réglementé. On laisse aujourd'hui des jeunes parler à ces ChatGPT, etc. Il n'y a pas de réglementation spécifique en France aujourd'hui. Non, il y a eu des catastrophes déjà en plus. Oui, totalement. Et là, la question de la responsabilité se pose. Qui va être responsable? Je rappelle quand même qu'une IA en elle-même n'a pas de responsabilité juridique. On ne peut pas attaquer ChatGPT. Il faut aller attaquer derrière OpenAI, qui est une société américaine, qui est loin et qui, dans ses conditions générales... a prévu le coup. A prévu totalement le coup, oui. Donc en fait, ces grosses boîtes, ces GAFAM qui contrôlent un petit peu toutes nos informations aujourd'hui, parce qu'on passe tous beaucoup de temps sur nos ordinateurs, sur nos téléphones, etc. Finalement, ce qu'on entend dans tout ça, c'est qu'ils sont difficilement... je sais pas comment on peut dire. En fait, on peut pas leur coller de loi comme on les collerait à une société lambda. La loi, l'interdiction des réseaux au moins de 15 ans, c'est un aveu d'échec parce qu'en fait, on a des lois, on a le DSA, le DMA, qui sont des règlements qui auraient dû imposer à ces plateformes le fait d'interdire l'accès. Mais comme on n'y arrive pas, on passe de l'autre côté de la barrière et du coup, on interdit aux jeunes d'y avoir accès, alors que le plus normal, le plus juste aurait été de réguler ces plateformes pour qu'elles s'adaptent à nos jeunes aujourd'hui. Et on n'y arrive pas. Donc on interdit. Et alors d'aucuns diraient que c'est liberticide parce que maintenant il va falloir montrer sa carte d'identité, etc., etc. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je pense que c'est un vrai enjeu et un vrai problème parce qu'effectivement du coup on va tous devoir d'une certaine manière justifier qu'on a plus de 15 ans et donc on va tous devoir donner nos données. Donc il n'y a plus d'anonymat. Et c'est la vraie question, c'est le vrai problème, c'est qu'on va passer dans une société... c'est la fin des trolls aussi, j'ai envie de dire. C'est vrai aussi, mais il faut faire attention parce que sous couvert d'antiterrorisme, de sécurité, de protection de l'enfance, etc., ça commence toujours par là, ce genre de loi. Et puis après, ça s'étend et on tombe dans une société de surveillance. Donc c'est vrai. Comment on fait qu'il faut faire très attention. Et c'est quoi la solution magique? La solution, pour moi, il y a deux choses à faire. La première, c'est déjà d'éduquer les citoyens, les enfants, mais aussi les parents. Leur expliquer ce qu'il faut montrer ou pas à ses enfants, quelles plateformes ils peuvent avoir accès, etc. Parce que les enfants reproduisent d'une certaine manière ce que font les parents. Et la seconde chose, c'est peut-être d'avoir des alternatives européennes avec des applications qui seraient adaptées aux plus jeunes, qui pousseraient des contenus culturels, pédagogiques, éducatifs, pour éviter... à quand le nouveau réseau social spécial enfants et adolescents, quoi. C'est ce qu'on attend.
Ah, ok. Bah écoutez, on lance l'idée, parce que c'est quand même une idée sympa, c'est un marché à prendre. Et alors, pour parler un petit peu, vous avez contribué à l'ouvrage Le règlement européen sur l'IA et au-delà. C'est une approche transversale qui vous illustre aussi, que ça nous explique, c'est que l'IA, c'est pas seulement un outil d'innovation, mais c'est un objet juridique à sécuriser, vraiment, c'est ça que vous nous dites aussi, tant dans sa conception finalement que dans l'usage qu'on en fait. Alors, en tout cas, ce que j'essaye de dire dans ce chapitre-là, c'est qu'en fait, il faut vraiment se poser la question concrètement de quand on utilise l'IA, qu'est-ce qui se passe ? Qui va être responsable, vers qui on peut se tourner, parce qu'on l'a dit nous-mêmes, ces grands géants du numérique, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe demain quand il y a un dommage contre un citoyen, vers qui est-ce qu'il peut se tourner? Est-ce qu'il peut se tourner contre... Je vous donne un exemple très concret, il y a un logiciel qui va permettre pour les RH par exemple, qui va permettre de sélectionner des CV. S'il y a une discrimination, s'il y a un biais de l'algorithme, vers qui va se tourner le candidat? Est-ce qu'il va se tourner contre la RH, contre la société, contre l'outil en lui-même? Est-ce que c'est pas la manière dont l'algorithme a été mis en place qui pose souci finalement? Ça pourrait être une des réponses, mais ça peut être la manière de l'utiliser. Parce que l'algorithme, il réagit, si j'ai bien compris, à ce qu'on lui envoie. Totalement. Et c'est pour ça que c'est important de dire encore une fois que l'IA n'a pas de personnalité juridique, c'est l'algorithme et la manière dont le concepteur derrière le crée qui va d'une certaine manière influer sur... On le voit aujourd'hui avec Grok ou oui, c'est avec Grok, on peut dire aussi que c'est l'IA de X, pour ceux qui ne savent pas. X étant le réseau d'Elon Musk et que Elon Musk est attaqué régulièrement pour les prises de position de Grok qui finalement prend des positions qui le valorisent lui, quoi. Oui, totalement. Donc et là, on voit bien que son algorithme à lui, il est fidèle à son concepteur. Bien sûr. Alors vous êtes aussi chargé d'enseignement au Master 2 droit des données à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Alexandra, l'idée c'est de transmettre aussi les savoirs. C'est très important dans votre positionnement de continuer à prêcher cette parole en fait auprès de la jeunesse justement qui va être active dans pas longtemps, quoi. Oui, totalement. Je pense que c'est très important. Quand on maîtrise le droit, on maîtrise d'une certaine manière sa vie de citoyen. C'est important pour tout le monde. Et je pense aussi qu'on a vraiment ce rôle-là à jouer, encore plus à l'ère de l'IA, où on entend souvent que les cabinets d'avocats vont remplacer les stagiaires ou les premières années par des outils d'IA. Je pense qu'on a quand même tous cette responsabilité de transmettre, que ce soit à travers les cours ou dans nos cabinets, et que c'est quelque chose qu'il faut vraiment continuer à faire. Je pense sincèrement que... Pour vous, c'est pas un stagiaire ChatGPT, quoi? Ah non, clairement pas. Et puis ChatGPT, il y a des problèmes de confidentialité, etc. Ça sera jamais... Donc vous mettez pas vos dossiers dedans, quoi? Non. C'est trop dangereux. Et vous le déconseillez à vos confrères et à vos consoeurs. Il y a tout le monde en fait, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils en font. D'accord. Clairement. Bon, donc vraiment faire gaffe, effectivement. Vous êtes aussi formatrice auprès d'institutions publiques, notamment le ministère des Armées. Et là, vous vulgarisez, c'est ça que vous faites, vous adaptez votre discours. Oui, totalement. On adapte le discours à ces gens-là, aux membres du ministère des Armées, qui ont des questions très concrètes de quand on est sur LinkedIn, est-ce qu'on peut partager son statut? Est-ce qu'on peut donner son opinion quand on fait partie du ministère des Armées? Ça, c'est les genres de questions qu'on a. Alors, allez-y, répondez à vos propres questions, s'il vous plaît, qu'on sache. Et alors, il y a une liberté d'expression, mais quand on est salarié ou fonctionnaire, elle est quand même un minimum encadré, ce qui est normal. On a aussi des questions juste sur la cybersécurité avec eux. Est-ce qu'ils peuvent mettre sur ChatGPT des dossiers classés secret défense? La réponse, elle est évidente. Voilà. Mais on rappelle des choses qui peuvent être... Faut pas se servir de signal non plus quand on travaille à la CIA, a priori. Voilà, exactement. Mais ça peut paraître des choses qui peuvent paraître évidentes parfois, mais qui sont bons, qui sont bien à rappeler. Si vous aviez un souhait, Alexandra Iteanu, aujourd'hui, vous aviez un petit génie comme ça qui apparaissait devant vous et qui vous disait j'exauce ce que tu veux, qu'est-ce que vous lui demanderiez? J'exauce ce que tu veux. Je pense qu'on reste fondamentalement humain dans un monde qui l'est de moins en moins avec l'IA, etc. Et nous, on le voit, même dans la manière d'interagir, etc. Je pense qu'il faut vraiment vous le voyez pas dans perdre. La manière d'interagir? Qu'est-ce que vous voyez qui change? Je trouve qu'en fait, avec ces chatbots, ChatGPT, etc., on s'habitue à une sorte d'instantanéité, à une forme de réponse qu'on peut parfois demander à son avocat, à un prestataire. Et je pense que c'est important de garder en tête que il faut garder une humanité et il faut réussir à garder une clairvoyance et un esprit critique face à ce genre d'outils en tout cas. Et vous, dans votre parcours, Alexandra, est-ce que vous avez connu des difficultés dues à votre genre ou jamais? Alors, jamais frontalement. J'ai eu la chance de jamais le ressentir frontalement. Par contre, c'est vrai que, surtout étant plus jeune, j'avais l'impression de devoir toujours en faire un peu plus.
parce que Surtout j'étais dans un jeune, milieu très, très parce que masculin j'étais comme une ça, femme et qu'il fallait que je prouve. Donc j'étais 2 fois plus sérieuse, je m'habillais de manière 2 fois plus stricte. Donc j'avais vraiment cette impression que je devais 2 fois plus travailler parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je prouve que j'étais légitime. Est-ce que vous aviez raison? Est-ce que j'avais raison de le faire? Ouais. Je sais pas, en tout cas c'était un besoin que j'avais à ce moment-là. Et heureusement aujourd'hui que j'ai plus, parce que encore une fois c'est une question de confiance. J'ai pris confiance en moi et maintenant je me pose plus toutes ces questions. Mais c'est vrai que plus jeune, c'était quelque chose. Et pourtant, vous voyez, j'ai pas eu frontalement, j'ai eu la chance de jamais avoir de remarques, ni rien de Mais personne. c'est un ressenti, quoi. Voilà, c'est ça que vous c'est dites. un ressenti. Et alors justement, si vous aviez un message à passer aux jeunes filles, aux jeunes femmes qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait, Alexandra? Encore une fois, ça serait que ayez juste confiance en vous et tout est possible en réalité. Que vraiment tout est possible, il faut s'en donner les moyens. Et le travail, non? Parce que vous avez l'air d'être quand même une bosseuse. Je pense que le travail paye. Que le travail paye toujours et qu'il ne faut pas se laisser décourager si jamais il y a des remarques ou autres. Et voilà, il faut pas se laisser décourager. Donc pour résumer un peu tout ce qu'on s'est dit, ça serait quoi votre phrase? C'est quoi l'impératif absolu aujourd'hui en termes d'IA et de cybersécurité? Je dirais de rester clairvoyant et critique et d'en donner le moins possible. D'accord. Et donc, finalement, même les questions, je vais encore pousser un peu plus loin, même les questions de santé qu'on peut avoir ou ce genre de choses, vaut mieux pas les mettre sur Internet. En fait, si vous les mettez, il faut juste garder en tête que ce que vous mettez risque d'être partagé, risque d'être infiltré, d'être utilisé contre vous. Voilà, il faut juste garder ça en tête. C'est terrible quand même. C'est pas un espace fermé. Dites, hein. Oui. Ouais. Vous n'allez pas face à un médecin qui a un secret médical, vous n'allez pas face à un avocat qui a aussi son secret professionnel. Vous êtes face à une machine qui a ses failles et qui peut être ouverte par des hackers, qui peut être potentiellement perquisitionnée par la justice aussi. Donc voilà, gardez ça en tête. Merci beaucoup Alexandra Itéanu. Je rappelle que vous êtes responsable du département Data, RGPD et IA du cabinet Itéanu Avocat. Merci d'être venu partager avec nous aujourd'hui. Merci Judith. Merci. C'était Parlons Femmes sur Sud Radio, les amis. Merci de nous avoir accompagnés. On se retrouve samedi prochain à 13h30 et puis dès demain à 19h pour cet excellent. Merci à Juju Delmas en régie et surtout vous, prenez soin de vous. Bye bye. Sud Radio, Parlons Femmes, Judith Belair. Avec la Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes.